les ravages de la vieillesse. C'est moche, hein? Sauf pour Rafael Nadal qui continue d'exploser ses adversaires. Dans cette vidéo, je te propose une petite analyse technico-tactique de cette version EHPAD de Nadal. De leur côté, les femmes qui sont sous-payées et bafouées à Rome, bienvenue en 2022 les amis, et l'éternel drama des wildcards à Roland-Garros, c'est le programme gérontophile de votre nouveau digest de Rome, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec des informations nous venant tout droit de Wimbledon, c'est tout frais, c'est tout chaud, et on a des discussions qui ont cours entre les joueurs et l'ATP pour savoir s'il y aura une distribution de points. Vous le savez très certainement, il n'y aura pas de joueurs russes ni biélorusses sur le tournoi de Wimbledon cette année, et donc c'est John Valentine qui nous explique, il est peu probable que l'ATP Tour accorde des points au classement pour Wimbledon ou les événements sur gazon britannique en réponse à l'interdiction des joueurs russes. Un scénario à suivre éventuellement, ce serait pour la Lever Cup qui se tient à Londres en septembre. Est-ce que cet événement va suivre ce qui se passe à Wimbledon, c'est-à-dire empêcher Daniil Medvedev par exemple de disputer la Lever Cup ou pas? Alors perso, un OSEF de la Lever Cup, par contre pour Wimbledon ça pourrait changer un tout petit peu la donne, pas forcément par rapport aux meilleurs joueurs qui vont la jouer pour le prestige, pour remporter un majeur, et puis il y aura aussi du prize money donc c'est toujours intéressant, mais je pense que pour les joueurs on va dire entre la 80e et un peu plus loin au classement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer ce tournoi en sachant que tu vas pas pouvoir récupérer des points ATP? Voilà, ça pourrait être une bonne manière pour l'ATP de semi-sanctionner ces tournois britanniques. On a également la réaction d'Andy Murray, plutôt l'absence de réaction d'Andy Murray qui a fait jaser. La position de Murray est particulièrement intéressante, c'est relayé dans un article du Télégraphe. L'AELTC, donc c'est le groupe qui s'occupe de Wimbledon, s'attendait à l'origine à ce qu'il soutienne sa décision, mais lorsqu'on lui a demandé son avis à Madrid, il a refusé de le soutenir, préférant rester neutre. Je ressens pour tout le monde, je ne soutiens ni un côté ni l'autre, donc Murray il a pas vraiment pris de sides. Moi vous connaissez bien sûr ma position par rapport à ce sujet hautement délicat, explosif, ma position est kamasutraesque. Je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de retirer les points à Wimbledon? On enchaîne avec la deuxième info de ce côté réseau et le succulent Quentin Moinet qui nous explique les wildcards du tableau principal à Roland-Garros, ça a fait jaser, hein. Donc Grégoire Barrère, il y a une race France et internationale, donc Manuel Guinard et Grégoire Barrère, c'est tout à fait normal. Joe et Gilles, c'est également normal, hein, parce qu'ils vont disputer leur dernier Roland-Garros en carrière. Et puis on a les deux petites questions qu'on va se poser, est-ce que Lucas Pouille et Corentin Moutet méritaient des wildcards? Donc là c'est le moment de sortir son plus beau sourire et de vous donner mon point de vue sur la question. Lucas Pouille, bon, on s'apprête quand même à discussion, hein. Il est quasiment sur sa trentaine maintenant, il a fait des beaux résultats bien sûr dans sa carrière, mais il y a eu des périodes de démotivation. Est-ce qu'il s'est vraiment bien entraîné physiquement à un certain moment dans sa carrière? Là il retrouve un niveau de jeu plutôt correct, on l'a vu, hein, à Madrid notamment, il a eu une victoire, puis contre Tsitsipas c'était pas non plus lamentable. Donc pour Lucas Pouille on peut se poser la question, je pense aussi il a la prime à ce qui s'était passé en 2017 avec la Coupe Davis, hein. C'est lui qui a remporté le 5e point décisif face à Steve Darcis. Par contre Coco Moutet, je trouve que là il y a vraiment un gros débat, hein, parce que bon, ça fait 6 ans qu'il est au CNE, donc il fait partie du giron, donc il va forcément être un peu favorisé, mais je pense pas qu'avec son attitude et avec les résultats qu'il a eu récemment, que c'est une bonne manière de le valoriser. Je trouve qu'on a tendance parfois en France à donner des bons points aux personnes qui les méritent pas, et je pense, et là c'est vraiment encore une fois à titre personnel, que Fils, que Van Hache méritaient beaucoup plus une wildcard sur ce tournoi. Ces deux joueurs qui ont 17 ans, 18 ans, et je trouve qu'à cet âge, vous avez besoin d'avoir un petit support, une petite aide, et on se pose la question aussi, hein, qu'est-ce qui manque actuellement au tennis français? C'est une relève, et donc on a là des gamins qui ont 17-18 ans, poussons-les en fait. Une expérience en grand chelem, un premier tour, c'est incommensurable. Même si tu prends 2, 2 et 3, bah t'as cette expérience et tu vas grandir beaucoup plus rapidement. Donc je comprends pas vraiment cette position de donner une wildcard à Corentin Moutet. Encore une fois, c'est mon avis personnel. On enchaîne avec la troisième info de ce côté réseau et le gros drama sexiste sur Rome. Nous devrions parler beaucoup plus de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes à Rome, nous dit Gaspar Ribeiro Lanza, un ATP Masters 1000 combiné à un faux WTA 1000. Bref, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir les sommes exactes qui sont allouées aux hommes et aux femmes. Donc vous le voyez, hein, la colonne de gauche, ce sont les hommes, à droite, ce sont les femmes, et il y a une différence qui est significative. On a quasiment 3 fois plus de gains pour les hommes que pour les femmes à Rome. À Madrid, c'était pas du tout le cas, hein, c'était totalement égalitaire. Donc je vous pose la question, et c'est une marotte, hein, c'est un sujet qui est difficile. Est-ce que les hommes... Il va vraiment poser cette question, il est fou. Est-ce que les hommes doivent être payés autant que les femmes, et vice versa? Je vous pose la question dans les commentaires, ne déconnez pas. On enchaîne à la volée après cette question qui vous a certainement retourné le cerveau avec Carlitos qui s'est confié à Marca et qui a dit, hein, je ne voulais pas mordre le trophée à Madrid, mais les photographes lui ont demandé de le faire. C'est moche ça, les photographes, hein, qui demandent à Carlitos de faire comme Rafael Nadal pour avoir la petite photo et tout. Vous êtes des manipulateurs d'adolescents. Autre info dans ce côté réseau, c'est Carlos Bernardes qui est toujours aussi fort, hein, sur voir les marques. Il arrive, hein, il descend de sa chaise, puis il dit à Sébastien Bèze, t'es ouf, la balle elle a accroché la ligne et paf, voilà, il n'y a pas d'écart. Et donc le Hawkeye, hein, qui
précise bien sûr qu'il y a 5 cm d'écart. Carlos Bernardez qui est toujours aussi pointu hein, sur sa vision, je pense qu'il voit encore moins bien que moi, je suis complètement myope, hein. Enfin bref, on s'en fout. Dernière info dans ce côté réseau, c'est Rafael Nadal, la vieille machine. Il se sent vieux Rafael Nadal, et oui, bientôt 36 ans, il le dit ici, hein, vous savez, mon corps est une vieille machine, à mon âge, ça prend du temps de la remettre en route. Après 6 semaines sans jouer, en jaune, il faut retrouver la confiance en son corps, en ses déplacements, en tout ce qui fait qu'on se sent à l'aise dans son jeu. À 36 ans, ce n'est pas du tout comme à 19, il fait mention bien sûr à Carlos Alcaraz, et Rafa dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit, parce que juste après sa victoire contre Isner, qu'on va développer un petit peu dans le point tactique d'ici quelques instants, il a demandé à son staff de réserver un cours pour s'entraîner juste après le match. Le deuxième set a été expédié trop rapidement, et Rafa, il a envie de taper des balles, il a envie de bosser, il a envie de revenir très fort, il a envie de remporter un 14e Roland Garros. Avant de basculer sur Rafael Nadal, et oui, il va falloir patienter les gérontophiles, on va parler de Sébastien Bèze. Je trouve qu'il a été très intéressant à observer contre Alexander Zverev. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Quand je regarde des matchs de tennis, ça m'arrive de temps en temps, je me pose parfois une question, je me dis, est-ce que les joueurs savent vraiment qui ils sont? Et Sébastien Bèze sait qui il est. 82% de matchs en carrière sur terre battue, on travaille au maximum sur cette surface, on essaye d'avoir des schémas vraiment très clairs dans son jeu, et notamment ici, on va le voir, un contre-pied magistral dans la lucarne. C'est un joueur qui prend la balle tôt, qui joue d'une manière précoce, qui sait que son gabarit va l'empêcher d'imposer de la puissance. Quand vous faites 1m70 comme Sébastien Bèze, vous n'êtes pas vraiment dans les canons modernes. Maintenant, on est plutôt entre 1m88 et 1m98, c'est notamment la taille de Sacha Zverev, la grande saucisse. Du coup, comment est-ce que vous faites? Quand vous faites simplement 1m70, eh bien vous avez un art du timing pour contrebalancer une petite taille. Il faut se jeter dans la balle, essayer de la prendre tôt d'une manière précoce sur la baseline. Si vous reculez, si vous laissez prendre par la puissance adverse que peut développer Alexander Zverev, vous êtes battu. Et un peu à la Diego aussi, troisième palette, il a cette faculté, vu qu'il est très petit, c'est un joueur de sol. J'appelle ça un joueur de sol. Vous avez les joueurs aériens comme Roger Federer qui sont des danseurs de ballet sur un court de tennis. Vous avez des joueurs longilignes un peu à la Sacha Zverev ou à la Daniil Medvedev, même si Daniil se déplace très bien sur un court de tennis. Et vous avez les joueurs de sol, les joueurs compacts comme Sébastien Bèze, avec des changements de direction très rapides, très précis. En fait, un peu à la Diego Schwartzmann, ce qui lui permet d'être ici, par exemple, sur cette accélération de Zverev, totalement à l'heure. Il va pouvoir faire un passing tranquille, remporter le point en 2 temps. Malheureusement pour Bèze, on a senti qu'il manquait encore 2 pierres essentielles à son jeu. La première, je pense qu'il va pouvoir travailler dessus, c'est la clutchitude. On a vu, il arrive sur le tie-break du premier set, il a perdu qu'un seul point sur ses jeux de service, et il va se faire un peu goumé par Zverev. Et la deuxième partie, c'est la puissance, et là on a senti aussi un Zverev avec ses longs segments, ses longs membres, réussir à déporter Bèze, à installer sa puissance. Et en fait, quand t'es aussi fort que Alexander Zverev, t'es un peu aspiré par le filet, et en fait progressivement, sans avoir besoin de faire un grand match, on a senti le différentiel monstrueux en termes de puissance, en termes de capacité à générer sa propre pace, et c'est comme ça que Alexander Zverev a réussi à retourner ce match. Vous l'attendiez, vous étiez là pour lui. Rafael Nadal, 4 palettes essentielles pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Rafael Nadal à la retraite? Pas du tout. Je pense qu'il va encore pouvoir jouer pendant quelques années, parce que il y a une croyance chez Rafael Nadal en le process. Prenez votre temps, pas de panique. Là, on va avoir une balle de break pour Isner. Il y a un faux rebond qui va déporter la balle sur la droite. Il va la remettre sans panique, sans trembler, sans essayer un coup trop difficile. C'est ça qui est impressionnant avec Rafa, c'est cette maîtrise de ses émotions, de son calme, et c'est ce qui fait que c'est un joueur qui est toujours là, à bientôt 36 ans, extrêmement compliqué à battre. Un match-up toujours très particulier quand tu joues Isner, quand tu joues Opelka, parce que c'est des mecs qui font boum boum, et il faut être à l'affût pour renvoyer des balles et essayer de les faire jouer un deuxième coup, un troisième coup, un quatrième coup. Ça, Rafa l'a très bien fait à partir de la moitié du premier set, avec sa position très reculée qu'on va déterminer un petit peu plus d'ici quelques instants. Donc la balle a le temps de ralentir, et il a été très bon, il a trouvé de la longueur progressivement, bien bombé, et ça c'est un bon aspect de cette rencontre pour Nadal, c'est que il s'est bien réglé sur le retour de service. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'encore plus important à mon sens, c'est la prescience de Rafael Nadal, à quel point il arrive à lire le jeu, à anticiper les coups adverses. Ça c'est quelque chose que Novak a très bien aussi, c'est l'expérience, ce sont les milliers de matchs qu'ils ont joué dans leur carrière, les centaines de milliers d'heures qu'ils ont passé sur un court de tennis. Ils savent anticiper, lire le jeu, et ça vient compenser le premier pas qui est un peu plus lent désormais de Rafael Nadal. Donc je pense qu'il a encore 2-3 ans devant lui, si son corps le laisse tranquille bien sûr. Et vraiment, plus je l'observe Rafa, plus je trouve que sur sa fin de carrière, c'est un peu comme un libero italien des années 80-90, un Costa Curta, un Baresi, un Maldini également. Il va réussir à lire le jeu, à anticiper au maximum. Là, il va passer sous la balle un petit slice sans regarder. Il sait que Isner va se précipiter au filet sur cette attaque. Je trouve ça, je vais vous le dire, je trouve ça merveilleux à observer, cette évolution, cette mue chez Rafa, un joueur défensif physique dans ses jeunes années, et désormais un joueur plein d'anticipation qui essaye d'installer un jeu offensif, qui a cette position très reculée au retour, qui a créé des choses au niveau tactique. Je trouve vraiment que c'est un génie tactique, Rafa. Et surtout, dernier point, il a compris un truc qui est essentiel sur le tennis de très haut niveau, c'est quels sont mes atouts et comment les valoriser.
valoriser. Les atouts de Rafael Nadal, c'est cette fameuse préscience, mais surtout sa puissance et son lift. Et comment les valoriser? Tu te mets à 5 mètres de la ligne de fond sur la deuxième balle adverse et tu vas pouvoir frapper avec beaucoup plus de puissance, de lift, d'envergure. Il a frappé 30 km/h plus rapidement ses retours de service que John Isner qui lui était campé sur la baseline. Comprendre qui on est, quelles sont nos qualités principales, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une extrême lucidité, il faut être bien entouré. C'est ce qui se passe avec Carlos Alcaraz, c'est ce qu'on a mentionné également un petit peu avec Sébastien Baez, mais l'un des rois là-dessus, c'est Rafael Nadal, donc la retraite. Ramas de la Bida. Et on termine avec la reco du jour comme d'habitude, le match de demain pour moi, ce sera le duel des gauchers entre Rafa et Denis Shapovalov qui a exposé tout son sel récemment et surtout un match-up phénoménal pour moi, vraiment j'ai beaucoup de plaisir à regarder cette opposition. On a 4-1 pour Rafa dans le head-to-head, le premier match qui était iconique en 2017, la victoire de Shapovalov qui sortait un peu de nulle part, c'était chez lui au Canada, et puis récemment on a eu ce match à Rome l'année dernière où Rafa est mené 1-7, 1 break, sauf 2 balles de match, finit par remporter la rencontre et remporter le tournoi. Et comment ne pas mentionner le quart de finale cette année à l'Australian Open, un match complètement fou, Carlos Bernardes qui se fait accuser de corruption par Shapovalov, Rafa qui fait une crise de chaleur, qui finit par remporter la partie, qui remporte le titre également juste après, et je trouve que c'est un match qui va être super important pour le process de Rafa, donc je vois, je pense, une victoire de Rafael Nadal en 2 manches. Donnez-moi votre prono dans les commentaires et on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.